9h18, le petit déjeuner de l'actu continue ce matin avec Yael Mellul, avocate. Bonjour Yael Mellul, merci d'être avec nous pour ce livre magnifique, joli témoignage, Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé aux éditions Michel Lafon. Oui, alors peut-être, Yael Mellul, définir ce qu'est le suicide forcé et cette notion après d'emprise, quoi. Alors, le suicide forcé, c'est toutes les femmes qui se suicident ensuite des violences qu'elles ont subies. C'est de considérer que le harcèlement moral peut lui aussi conduire à la mort et donc conduit au suicide. Et désormais, depuis la loi de juillet 2020, il y a une nouvelle circonstance aggravante qui a été créée au harcèlement moral. Donc désormais, le harcèlement moral, lorsqu'il conduit au suicide ou à la tentative du suicide, est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Donc ça a été quelque chose de fondamental parce que ça entérine en réalité le principe que le harcèlement moral tue lui aussi, de la même manière que les violences physiques en réalité, puisqu'au bout du compte, de toute manière, il y a la mort. Et en amont de tout cela, en amont j'ai envie de dire, de toutes les formes de mort, que ce soit les féminicides ou les suicides forcés, il y a cette fameuse emprise. Sans cette emprise, il n'y a pas de violence psychologique, il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de féminicide, et il n'y a pas de suicide forcé. Donc il faut absolument réussir en réalité à extraire les victimes le plus tôt possible, avant précisément que cette emprise ne s'installe et qu'elle ne vienne altérer. Oui, ce que vous racontez dans votre livre sur cette emprise, c'est que elle s'installe progressivement. Vous parlez de votre témoignage personnel, mais également d'autres femmes que vous avez défendues, puisqu'on rappelle que vous êtes avocate et que vous avez travaillé beaucoup, par exemple sur la première épouse de Bertrand Cantat, dans l'affaire Georges Tron, oui, absolument, dans l'affaire Georges Tron et de beaucoup d'autres. On a l'impression que beaucoup de ces femmes, finalement, subissent cette emprise, mais ne s'en rendent pas vraiment compte, non ? C'est exactement ça en réalité, parce que l'emprise, en fait, elle va débuter. Elle est lente, déjà. C'est un processus qui est extrêmement long et qui en réalité débute le premier jour où la victime va faire la connaissance de son futur bourreau. En réalité, dès la phase de séduction, c'est l'emprise qui s'installe. Il faut bien comprendre que cette phase de séduction qui existe dans toutes, je l'ai vu dans absolument toutes les affaires de violence conjugale. Et tous les milieux. Et tous les milieux, voilà. Donc cette phase de séduction qui consiste à apparaître comme un réel prince charmant qui vient répondre à toutes les aspirations, les illusions, les rêves les plus fous d'une femme, on en a toutes, quelque part. Et en réalité, cette phase de séduction, elle est là pour installer l'emprise. Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement cette volonté lors de cette première rencontre, comme vous le dites, ou c'est quelque chose aussi qui arrive par le temps, par... c'est une volonté délibérée de certains individus, des hommes et des femmes, parce qu'il y a aussi des femmes bien sûr. Qui sont violentes psychologiques. Parce qu'on rappelle que, d'ailleurs, sur le suicide, là je ne parle pas de suicide forcé, mais sur le suicide en règle générale, il y a plus de tentatives de suicide de femmes, mais en fin de compte, il y a environ plus de 10 000 suicides par an en France. Il y en a 4 fois plus pour les hommes. Absolument, mais nous n'avons pas encore, parce que si vous voulez, le suicide forcé, c'est quelque chose qui est très récent. Le suicide forcé est quelque chose de très récent. Il est rentré dans le code pénal en juillet dernier. Nous n'avons pas encore suffisamment de chiffres sur ça. La seule estimation que nous ayons, elle a été faite pendant le Grenelle, et nous avons estimé à 217 femmes les femmes qui se seraient suicidées ensuite des violences qu'elles ont subies. Je n'ai pas l'estimation pour les hommes. Je n'ai pas l'estimation non plus pour les enfants qui se suicident ensuite du harcèlement moral subi, qu'il soit scolaire ou dans la cellule intrafamiliale. Donc il y a encore énormément de travaux à faire, d'enquête, d'études, de réflexion, d'analyse. Et il n'en demeure pas moins que nous savons déjà beaucoup de choses sur le processus de domination qui se met en place dès le départ. Et oui, c'est un processus qui est absolument conscient, délibéré, voulu
par l'agresseur. Est-ce que vous parlez forcément de votre témoignage personnel, vous parlez de votre famille, de vos parents, et vous dites quand même que votre papa, en tout cas vos parents, vous voyez dans la même lignée, c'est-à-dire papa qui travaille et maman qui est à la maison. Est-ce que ça ne participe pas aussi pour la personne que vous allez rencontrer à prédéterminer votre place dans le couple? C'est une évidence. Je veux dire, on est le fruit de notre éducation quand on arrive à l'âge adulte. Moi, c'était précisément le modèle familial que j'ai voulu répéter dans un premier temps. Absolument. Avec mon premier mariage. J'ai vraiment voulu faire quasiment exactement ce que j'avais vu à la maison. Voilà, un mariage juif, traditionnaliste. On fait Shabbat, on fait les fêtes. Voilà, j'ai ma place d'épouse, dévouée. Je travaille, je suis quand même un petit peu émancipée, mais pas trop. Jusqu'à l'arrivée de votre premier enfant. Jusqu'à l'arrivée de mon premier enfant, qui pour moi, voilà, ça a été, alors à la fois une joie évidemment, mais aussi quelque part, ça m'a amené à m'interroger sur l'enfermement dans lequel je me trouvais, qui ne correspondait pas à ce que je souhaitais en réalité. D'élever votre enfant. De rentrer dans ces cases-là ne me correspondait pas. Ça correspond à d'autres femmes, mais c'est pas moi. Ouais. Voilà. Et il y a eu aussi, enfin, je veux dire, l'expérience aussi du guet, du divorce religieux est une expérience aussi qui a été très traumatisante. Et après, effectivement, avec mon deuxième mariage, là, j'ai voulu faire un peu, on va dire, la rebelle, me révolter un petit peu, voilà, contre toute mon éducation. J'ai choisi quelqu'un qui n'est pas juif. Ça a été, j'ai pas parlé à mes parents pendant quelques mois quand même, à cause de ça. Donc voilà, je suis passée complètement, on va dire, de l'autre côté. Et là, à ce moment-là, effectivement, eh bien, je tombe sur quelqu'un qui correspond précisément à ce que j'avais rêvé. Comme étant c'est ça qui est incroyable, quoi. L'homme de ma vie. Vous allez tomber sous l'emprise et pourtant c'était pour vous le prince charmant. Absolument. Qu'est-ce qui explique? Alors vous le détaillez, hein, vous racontez dans votre livre, mais le basculement. Alors le basculement. Alors à l'époque, j'avais une conception des victimes qui a évolué avec le temps. J'étais persuadée à l'époque que ce genre de situation pouvait arriver à n'importe quelle femme. Je me rends compte aujourd'hui que c'est absolument faux, puisque je sais que la femme que je suis aujourd'hui ne pourrait absolument plus subir ce que j'ai subi par le passé. Ouais. Il faut pour ça avoir quelque part des prédispositions et des failles narcissiques dans lesquelles l'autre va rentrer. Pour ce qui me concerne, les failles narcissiques que j'avais à l'époque, dont je n'avais absolument pas conscience, parce que j'avais divorcé il y a quelques années de mon premier mari, j'avais un beau cabinet d'avocats. Mais ça s'était bien passé. Et ça s'était bien passé, j'avais un très beau cabinet d'avocats, je pensais être bien, j'étais libre, je vivais seule avec mon fils, on avait une relation extrêmement fusionnelle, on était heureux, me semblait-il. Sauf que je ne savais pas que j'étais bourrée de failles narcissiques, que j'avais un besoin... C'est quoi une faille narcissique pour Que j'avais un besoin d'amour, mais immense. Et de reconnaissance. Et de reconnaissance, inassouvi. J'avais un vide que j'avais besoin de remplir, et que mon deuxième mari a rempli. Il l'a rempli dans un premier temps. En prenant la main sur vous. Voilà, justement dans cette phase de séduction où il m'a absolument dit tout ce que j'avais envie d'entendre. Que je suis une reine, une princesse, la plus belle, la plus intelligente, que je suis sexy, désirable, que je suis une merveilleuse mère. Les compliments sur tout, sur tous les aspects de ma personnalité. Donc j'étais comblée. Comblée. Mais prise au piège. Et prise au piège, mais je ne le savais pas. Allez, vous allez nous raconter ça dans un instant. Pourquoi, comment ça s'est transformé de ce rêve au cauchemar que vous allez vivre. Vous nous racontez, vous nous appelez aussi 0826 300 300 avec Yael Mellul, vraie voix également de Sud Radio. Hein, bien sûr, on le souligne au passage. Oui. Vous pouvez la retrouver régulièrement avec Philippe Bilger et consorts, Philippe David, Philippe Rossi et toute la bande, et puis d'autres femmes aussi, Céline Pina, bien sûr. Le soir entre 17h et 19h. Et puis on parlera de Patrick Roger aussi, parce que... Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui vous a tendu la main. Absolument. Non mais c'est important de le dire. C'est fondamental, parce qu'il y en a eu très très peu, et Patrick en fait partie. Et ben voilà, donc c'est pour ça que je voulais le souligner. On revient dans un instant, à tout de suite.
C'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec ce matin Yael Mellul, avocate. Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé aux éditions Michel Lafon, un livre, un très joli témoignage justement. Et j'ai pas fini, Patrick, Roger. Est-ce que ce qui est important de le dire aussi dans ces combats de femmes, dans ces emprises, c'est que parfois des gens vous tendent la main. Je veux pas vous faire de publicité, Patrick, mais c'est important de le dire et de le signaler à toutes ces femmes qui ont l'impression qu'elles sont seules. Et c'est vrai qu'on se dit toujours que parfois il y a beaucoup de femmes en tant que fans qui nous font du mal aussi, et que les hommes ne doivent pas être laissés de côté. Surtout pas. Moi, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai pu constater, hélas, avec beaucoup de tristesse, que j'ai très très peu de femmes qui m'ont aidé. Il n'y a pas de solidarité féminine. Non, la sororité est une illusion totale, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Moi, tout au long de mon combat, j'ai parlé de mon combat, de mes 15 années de combat, j'ai eu très peu de soutien des féministes et des associations, pour ne pas dire pas du tout. Combat d'une façon générale, pas rien pour vous personnel, mais en même temps dans les démarches, dans votre engagement. Pour le sujet de ce suicide forcé. Voilà, mon engagement sur les violences psychologiques, l'emprise, le suicide forcé, je n'ai eu que très peu de soutien, j'ai eu très peu de mains tendues. Et voire pire que ça, j'ai eu des déceptions, des trahisons qui font très mal. Ce sont des combats qui se font dans la solitude, vraiment. Et c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai très peu de gens qui m'ont tendu la main. Et vous, Patrick, vous en avez fait partie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à le rappeler. À l'écrire. Et à l'écrire dans mon livre, de la même manière que j'ai aussi rappelé la main tendue du printemps républicain, à une période de ma vie où j'allais pas bien, très clairement. Où Laurent Bouvet, Gilles Clavreul, Frédéric Calandra, toute une famille en réalité m'ont proposé d'être cofondatrice du printemps républicain, ce que j'ai accepté. Et là-bas, j'ai rencontré des gens absolument formidables. On n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais c'est la démocratie, j'ai envie de dire. Juste avant, Patrick, avant de prendre, parce qu'on a pas mal d'appels au standard, c'est quand même ce combat sur le suicide forcé qui vous a sauvé la vie, parce que vous étiez en dépression. Absolument. Et c'est ce qui vous a relevé finalement de venir au secours de toutes ces femmes. Absolument. Au sortir de cette relation mortifère, j'étais effectivement dans une dépression extrêmement sévère, très sévère. Pour moi, la seule manière psychiquement de m'en sortir, c'était de pouvoir trouver un sens à toutes les souffrances que j'avais endurées, les épreuves. À votre vie surtout. Pardon ? Un sens à votre vie ? À ma vie, absolument. Il fallait aussi que je comprenne pourquoi je ne voyais pas mon fils depuis autant d'années. Je veux dire, c'est une souffrance qui est... en tous les cas, je n'en avais pas connu pire, moi, dans ma vie. Voilà. Alors, donc, pour moi, c'était très important de trouver un sens. Et c'est vrai que le fait de me replonger à nouveau dans ce combat que j'avais commencé il y a 10 ans, ça a été une renaissance, une survie pour moi, vraiment une question de survie. Comment vous expliquez que vous passez avec votre deuxième mari de moments de joie, de bonheur, vous êtes reconnue dans ses yeux comme une princesse, que vous disiez tout à l'heure, à ce cauchemar qui va ensuite vous gagner, vous toucher et vous abattre. Alors il faut bien comprendre que ça ne se passe pas du jour au lendemain, du tout. Parce que si ça se passait du jour au lendemain, on partirait tout de suite, en fait. Donc, je veux dire, si au bout d'une semaine, on se fait traiter de pute, on part. Clairement, n'importe quelle femme, a priori. Donc ça se passe pas comme ça du tout. Il y a vraiment cette phase de séduction qui nous accroche. L'emprise. Complètement, c'est ça, l'emprise. Et en tous les cas, pour ce qui me concerne, moi j'avais l'impression d'être dans une relation extrêmement passionnelle. Pour moi, c'était, et c'est ce qu'il me disait aussi, voilà, c'est ça la passion. On s'aime plus que tout. Ah, donc la passion, il y a de la haine. Voilà, donc dans la passion, il y a aussi des crises, il y a aussi du conflit. Donc ça pouvait aussi s'expliquer comme ça, mais je veux dire, ça peut pas, cette explication, elle dure pas très longtemps. Justement, à partir du moment où les insultes, les humiliations, le dénigrement deviennent de plus en plus fréquents et où ils commencent à faire très mal. Je veux dire, la différence entre un conflit conjugal et une relation sous emprise, c'est que
ça touche à l'âme et à la dignité. Ça fait très très mal. On s'éteint tout doucement, et on s'en rend pas compte, parce que entre ces moments d'insulte, de dénigrement, il va y avoir des retours à la phase de séduction, et c'est précisément ces retours-là qui font qu'on reste. Ouais, on s'accroche. Qui laisse espérer, quoi. Absolument. Oui, oui. 0826 300. 300. Voilà, on l'avait dit bonne ensemble. équipe. Marie qui nous appelle de Gironde. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Yael. Bonjour Marie. Je vous écoute depuis tout à l'heure et c'est dingue parce que c'est ma vie, quoi. Votre vie, c'est la mienne. Premier mariage, deuxième mari, exactement pareil. Cette phase séduction, violence, pareil. Violence Incroyable. aussi, oui. Ah oui, mais comme vous, hein, pareil, la violence, c'est pareil. Violence physique ou morale, Marie? Les deux. D'accord. Très vite. Comme vous, Yael, l'impression d'avoir découvert le prince charmant, cet amour passionnel qui vous ravage. La première claque, vous ne la voyez pas arriver. Vous pensez que c'est juste l'amour qu'il n'arrive pas à contrôler pour vous. Vous prenez presque ça, entre guillemets, comme un cadeau. Et puis voilà, hein, c'est ces va-et-vient entre ces moments où effectivement vous êtes la princesse. Ça commence par les mots pute. À un moment donné, je crois que c'était mon prénom. La même chose. Mais c'est pourquoi alors il dégageait quoi contre vous quand il disait ça? C'est parce que il avait. Si vous voulez, je pense que c'était un homme. Je l'ai peut-être aussi choisi pour ça. Alors moi, il y a eu une fracture dans mon chemin de vie. J'ai perdu ma maman, donc j'ai eu ce moment de fragilité où je l'ai connu à ce moment-là. Et cette envie un peu, pareil, comme vous, Yael, j'étais mariée à un premier mari où ça rentrait dans les codes de la famille, le bon gendre, le bon mari, le bon père de mes enfants, tout était très bien. Et quand ma maman est partie, j'ai été choisir quelqu'un à l'opposé. À l'opposé, le bad boy, mais en même temps, un côté, il m'aimait à moi, pareil, j'étais sa princesse, il me gâtait, il m'étonnait, il me surprenait, c'était le prince charmant, il faisait des trucs par amour de dingue. Ouais. Et il m'a laissé embarquer parce que comme vous, aujourd'hui, je serais incapable de supporter ce que j'ai fait. Mais je regrette rien, ceci dit, parce qu'il y a eu, comme vous, une très très belle histoire d'amour derrière. Mais c'était un homme, je pense, je ne l'ai pas choisi pour rien, j'avais ce besoin peut-être de soigner, de me sentir utile. Et lui, en fait, il ne savait pas, il a toujours été indépendant, on va dire. Enfin, c'était un peu la tête brûlée. Il avait toujours eu l'habitude dans sa vie de faire ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait. Il n'avait pas de rapport de dépendance à rien, à l'autre. Il n'avait pas eu de patron, pas de contrat, enfin, il n'avait rien. Une vie où il n'y avait pas eu l'autorité d'un père. Et en fait, il est tombé lui-même, je pense, dans cette dépendance affective qu'il ne connaissait pas. Et il a voulu se débattre de ça, donc c'était sous fond d'alcool, c'était, pour être concret, il pouvait dégoupiller pour un rien, quoi. Il était gentil d'un seul coup, mais c'est vrai que ça a été des années horribles. Et je suis quand même restée, comme vous, parce que c'est insidieux, parce que c'est contrebalancé par des moments très forts, aussi forts que peuvent l'être les mauvais. J'ai résisté, il y a eu des interventions au niveau de la police, des mains tendues comme vous, Yael, il n'y a eu personne. Le pire, c'était l'entourage, parce que moi, à l'inverse, je le disais quand même. Hein. C'est-à-dire, vous le disiez... Je n'avais pas fait un sujet tabou. Je disais qu'il y avait cette violence, j'avais les enfants, j'ai fait appel à des... j'ai été vers des... En plus, nous, on était dans un contexte... c'était un chef d'entreprise, c'était quelqu'un qui était reconnu, vous voyez, il y avait tout ça aussi. C'est pas toujours non plus sous fond de misère sociale. Hein. Vous aviez des enfants avec lui, Marie, pardon? Alors, j'en avais 2 quand je l'ai connu. Et ensuite, j'en ai eu un avec lui. Oui, je tombe enceinte très vite. Ça a été compliqué là aussi. Mais voilà, ouais, non, j'avais mes enfants. Oui. Et vous avez réussi ensuite à vous en détacher, à vous séparer? Alors, non. Je suis restée, j'ai pas quitté le navire. Je suis restée coûte que coûte. J'avais du mal à comprendre quand on me disait il faut que tu ailles voir quelqu'un. Pour moi, je ne comprenais pas, quoi. C'est lui qui me tapait et on me disait moi d'aller voir quelqu'un, moi, effectivement. Et j'ai entrepris ce travail et j'ai compris que c'était à moi de dire non et stop, quoi. Ouais. Mais ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Hein. Comme disait Yael, j'étais à un moment donné de ma vie, j'étais faite pour ça, enfin, entre guillemets, quoi. Personne n'est fait pour ça. Bah non, c'est terrible ce que vous dites, faites pour ça. Oui, mais j'avais besoin de soigner l'autre avant de m'occuper de moi, quoi, parce que j'avais pas, voilà.
Et j'y ai pris du plaisir à m'occuper de lui, à vouloir le faire changer. Il y avait aussi ce besoin, comme vous le disiez, quoi, de cette image narcissique, ce besoin d'amour qui était... Alors chez moi, c'était évident, Et aujourd'hui, Marie? Mais même aujourd'hui encore, je vais vous dire une chose, quand j'en parle, même lui... Alors on a fini par se séparer après 23 ans. Ah oui. C'est lui qui est parti. Ouais. Ça s'est atténué quand je me suis mariée. Ouais. Parce que par le mariage, c'est un homme qui a été lié contractuellement. Vous voyez, il avait des comptes à rendre, c'était écrit, c'était acté. Parce que moi, j'avais souvent aussi, je rentrais à la maison, il me traînait par les cheveux par terre, il me fichait dehors. C'est pas content, je l'attends. Ah non, mais ça a été... et là, malgré cela, vous restiez, quoi. Vous restiez quand même malgré ça. J'avais pas de parents. Parce que vous étiez aussi sous emprise, alors psychologique, mais également peut-être aussi financière, puisque lui était chef d'entreprise. Vous aviez un travail ou pas? Oui et non, ça c'est un peu le truc facile. Non, mais c'est bien, mais... Non, mais honnêtement, je pense que je l'aimais profondément et j'avais ce besoin aussi peut-être de le réparer. Ouais. Mais attention, il y a eu aussi il y a le poids. Quand j'ai quitté mon premier mari, je l'ai quitté. C'était un homme à qui j'avais rien à reprocher. Et après, c'était ancré dans mon éducation. Un peu, c'est des trucs, des croyances à la noix, quoi. Quand on vous dit tu fais du mal, tu vas le payer. Bon, ben, j'avais l'impression que j'avais fait du mal à mon premier mari en le quittant. Et du coup, ben, c'était ma croix que je portais un peu. Oui. Et après, en dehors de ça, je dois quand même me dire qu'à l'époque, quand même, parce que moi j'ai eu des services sociaux qui sont intervenus, la police, enfin il y a eu des mains courantes qui ont été déposées, j'ai déposé des plaintes, mais après je me suis rétractée parce que la seule solution c'était la prison et j'avais pas envie de ça à l'époque, hein. C'était il y a 20 ans. Et c'est vrai que la seule issue c'était, on me disait, de partir et d'aller dans des foyers pour mères célibataires. Et ça, moi, je me suis toujours refusée à ça pour mes enfants. Oui, c'est ça, il y a des enfants qui... Parce qu'à l'époque, vous savez ce qu'on nous disait? Moi, je me rappelle, la police venait et on me disait, en fait, c'était pas à la femme de partir, parce que moi, j'étais en plus chez lui. Donc, si vous voulez, on vous disait, si vous restez, c'est que vous aimez ça. Donc, moi, j'aurais juste rêvé qu'on le prenne et qu'on lui dise, bon, ben, tu vas te calmer, tu vas à l'hôtel, mais vous partez de la maison, vous n'avez plus à l'approcher. Mais ça, c'était pas vrai. Ça se passait pas comme ça à l'époque. Oui, ça c'était il y a 15-20 ans, quoi, hein, Marie. Oui, à peu près. Oui. Yael Mellul, un commentaire, une réaction, peut-être dialogue aussi avec Marie. Et Marie, vous allez comment maintenant? Super bien. Génial. Super bien. Je suis ravie pour vous. Je suis super bien. Je regarde pas en arrière avec de la haine ni rien. Je suis pas là-dedans. Je m'en suis sortie comme vous, Yael, toute seule. Toute seule, je pense, et je le dis haut et fort, avec une poignée d'amis, mais vraiment une toute petite poignée. Et j'en veux plus à tous les gens qui savaient autour de nous. Et personne ne lui disait rien, parce que c'était un homme influent qui avait du charisme. Et les gens savaient combien de fois je me suis réfugiée chez des gens dans la nuit, en pleurs, parce qu'il avait voulu me tuer, enfin des choses horribles. Et le lendemain, ces mêmes personnes allaient le voir et lui taper dans le dos, et bonjour, et ça va. Et moi, je suis toujours passée... les femmes qui subissent ce genre de choses, c'est incroyable l'image que l'on a. Alors la question qui revient toujours, pourquoi vous n'êtes pas parti? C'est juste, il faut arrêter avec cette question qui est stupide. Bon, bref. Et en fait, on passe vraiment du statut de victime à celui de coupable. Hein. Moi, on me regardait comme une pauvre fille qui restait pour soi-disant l'argent, hein, alors que bon, je m'en sors très bien, j'avais pas besoin du sien. Enfin, voilà. Donc, alors que les femmes qui s'en sortent, ce sont de véritables héroïnes. Je crois qu'on ne mesure pas, mesure pas le courage qu'il faut à ces femmes pour s'extraire de cette emprise et pour ensuite affronter la vie, le quotidien, je veux dire, se reconstruire, travailler à nouveau, prendre un appartement, s'occuper des enfants. Tout devient extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que quand une femme sort de ce genre de relation mortifère, encore une fois, eh ben c'est une grande blessée, quand bien même elle n'a pas de marque visible. C'est une personne handicapée de la vie. Ah bah, il y avait quand même double violence, psychologique et physique. Absolument. Vous savez, Yael, moi j'aurais tout fait pour sauver mon couple et mon histoire de famille quand même. Mais par contre, à l'inverse, c'est lui qui est parti. Et après 23 ans, bon évidemment les violences s'étaient calmées, mais quand il y a eu ces
séparation où là, c'était toujours sous fond d'alcool quand même. Il a récidivé avec la violence. Mais vous savez que le pire de tout, c'est qu'aujourd'hui encore et à l'âge qu'il a, il est toujours dans le déni. Et il arrive parfois même. Il sera toujours dans le déni, Marie, peu importe. Ouais. Vous n'avez pas besoin qu'il reconnaisse ce qu'il vous a fait. Vous l'êtes reconnu déjà, ça suffit. En plus, amplement. Ça me suffit pour avancer. Ouais, absolument. Mais par contre, vous savez aussi, j'ai été combien de fois voir des avocates que je connaissais, qui connaissaient, c'était un homme influent. Mais jamais, aujourd'hui ça me fait pas rire, c'est pas le mot, mais quand je vois le combat qu'on mène pour la violence des femmes, moi, il n'y a personne, il n'y a pas une avocate qui m'a dit que je pouvais m'en sortir, ou c'était toujours, on m'a jamais conseillé, vas-y fonce. Non, c'était toujours, oh là là, tu vas galérer, ça va être compliqué, il va t'en faire voir, il va pas en rester là, tu vas voir. Mais vous êtes tombée sur de mauvaises avocates, madame, hein, oui, Marie. Non, mais c'était, c'est vrai, mais c'était il y a 15 ans, 20 ans. Voilà, aujourd'hui, ça a changé, probablement. Exactement. Ouais. Si ça avait été aujourd'hui, même moi, mon attitude aujourd'hui n'aurait jamais été la même. Ça a vraiment changé. Et Marie, vous êtes amoureuse aujourd'hui ou pas ? Alors, ce qui est super, c'est que j'arrive à retomber amoureuse, mais je ne ferme pas les portes. J'ai rencontré quelqu'un comme ça. Oui, j'ai des sentiments amoureux, mais non, je suis hyper heureuse de ma vie. Je suis très très fière de moi. Vous pouvez. Voilà. Après, c'est pas une marque de fabrique, c'est pas écrit, j'en mets pas ça en avant. C'est comme ça, c'est la vie, c'est mon histoire de vie, elle est comme ça. Est-ce que je suis aujourd'hui. Marie et Yael, avant de prendre Sylvie qui va être dans un instant avec nous, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ça une question d'éducation ? C'est-à-dire que autrefois, on n'en parlait pas beaucoup. Les parents avec leurs enfants n'en parlaient pas beaucoup des attitudes à adopter face à un mari violent ou face à une femme peut-être aussi difficile. Là, je parle parce que vous avez des garçons, je crois, Yael, de prévenir en fait, de dire voilà, attention, il faut être capable de réagir, quoi. Alors moi, j'ai une fille, elle a rencontré un garçon qui, à un moment donné, elle a subi ça. Oui. J'ai pas dramatisé, je suis pas restée, je sais pas si vous voulez, comment dire, on en a parlé, mais j'ai pas, je sais pas si j'ai eu la bonne attitude, mais j'ai pas voulu trop non plus. Je l'ai prévenue, elle le sait de toute manière. Ça nous a permis d'évoquer le sujet. Elle savait peut-être ce qui se passait à la maison. Ils ont eu beaucoup d'affection pour lui. Attention, mes enfants aussi. Et ça, je veux pas leur enlever ça. Ils sont pas, voilà, parce que comme ils faisaient avec moi, ils faisaient aussi avec les enfants. Il était dans la séduction aussi avec les enfants. En tout cas, merci de votre témoignage, voilà. Marie. C'est vrai qu'on pourrait en parler Incroyable. des heures. C'est vrai. Oui, non, mais complètement. On va continuer. On va continuer d'en parler. Ça fait très plaisir de vous entendre. Nous aussi. Et puis, je vous êtes le meilleur, Marie. Moi aussi. Et puis, je vais. J'étais en train de finir un bouquet, il me tardait de finir, mais je vais aller acheter le vôtre. Merci. Voilà. Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé, c'est aux éditions Michel Lafon. Allez, avec Yael Mellul, on en parle encore dans un instant. Dans un instant, oui, avec encore vos appels au standard 0826 300 300. À tout de suite. C'est la dernière partie avec Yael Mellul du petit déjeuner de l'actu. Ce matin, mon combat contre l'emprise et le suicide forcé aux éditions Michel Lafon. Et vos appels 0826 300 300 avec Sylvie qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Sylvie. Bonjour bienvenue. Sylvie. Oui, bonjour à tous et merci pour votre émission. Avec plaisir. Donc, moi j'ai une petite histoire triste au début mais qui finit bien. On aime bien ça. On aime bien ça. Voilà. Ben oui, il en faut un petit peu de temps en temps. Quand même. Donc en fait, moi j'habite dans un petit village dans le Lot-et-Garonne et puis de temps en temps je voyais une jeune femme avec toujours la tête baissée sous une capuche avec un monsieur plus âgé qu'elle. Et puis un jour, je suis rentrée chez moi. Vous savez, dans les petits villages comme ça, moi je m'en vais de chez moi, je ferme jamais à clé, rien du tout. Et je rentre chez moi et j'entends des pleurs. Et je rentre dans ma chambre et en fait j'avais une jeune femme, une petite africaine qui avait une vingtaine d'années avec un visage tuméfié et en fait je lui demande ce qui se passe et en fait ça faisait quelque temps qu'elle était frappée, violée, quelque chose d'horrible par son mari en fait. Donc du coup je l'ai récupérée chez moi, j'ai fermé à clé parce que j'habitais juste en face de chez ce monsieur. Donc j'ai appelé la police judiciaire est venue, il a été arrêté sur le fait, il est passé en comparution immédiate. En fait, c'était un monsieur qui avait été l'acheté en Afrique quand elle était mineure. Il l'avait payé 35 000 €. Oula.
Oui. C'est tout ce qu'il a dit au tribunal. Hein. Donc, il avait payé 35 000 €. Donc, il a acheté mineur. Donc, il allait régulièrement en Afrique pour l'adresser. Et quand elle a été majeure, il l'a récupérée chez lui. Donc, il l'a violée, il l'a tapée, voilà. Donc, elle avait préparé déjà ses papiers pour pouvoir s'enfuir. Elle a voulu s'enfuir. Elle était voisine à côté de chez Monsieur le maire. J'espère qu'il m'entend, ce cher monsieur, qui l'a rejeté en lui disant va-t'en, je veux pas d'ennui. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que lui est passé en comparution immédiate, et puis je me suis retrouvée avec ces jeunes femmes, pratiquement à la rue. Donc j'ai demandé à la police qu'est-ce qu'elle allait devenir. La police m'a répondu ça fait à peu près 4 ans. Hein. Elle a qu'à rentrer chez elle. J'ai dit elle peut pas rentrer chez elle. Il va rentrer. Donc du coup, chez les Africains, quand ils sont dans un pays, ils ont toujours un point d'attache. S'ils ont des problèmes ou quoi que ce soit, il y a toujours un point de ralliement. Donc j'ai pu contacter cette personne qui était à Paris. Et on a pris la décision, donc j'ai payé un billet de train à cette jeune femme pour qu'elle rentre à Paris. On était sur le quai de la gare d'Agen, voilà. Quand l'inspecteur de la police municipale de la police judiciaire m'a appelé en me disant voilà, il est en comparution, il est au tribunal ce matin. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut des dommages et intérêts? Mais le problème, c'est qu'il va avoir ses coordonnées bancaires, donc automatiquement son adresse, donc il va continuer à la poursuivre. Ou est-ce qu'elle s'en va et elle veut rien du tout? Donc je lui ai demandé, j'ai dit tu veux de l'argent ou la liberté? Elle m'a dit la liberté. Donc je lui ai pris son billet de train, je l'ai renvoyé à Paris. Et je me suis occupée du Lot-et-Garonne, de tous ses papiers, parce que comme elle était mariée, elle n'avait pas encore ses papiers français, donc je me suis occupée de tout maintenant. Pour voilà, le divorce, tout ce qui allait avec. Et maintenant, cette jeune femme, elle est repartie, elle est sur Paris, elle a un travail, elle a connu quelqu'un de plus jeune qu'elle, qui est aussi jeune qu'elle, elle a eu des enfants et elle est heureuse et on est toujours en relation. Bravo, voilà, c'est magnifique, vraiment. Et d'un dernier mot, cette personne, ce mari, hein, justement, Sylvie, il était connu dans le village, donc c'est peut-être pour ça que le maire ou d'autres n'ont pas voulu s'en mêler, quoi, non? Écoutez, connu ou pas connu, vous m'excuserez, mais on s'en mêle dans des cas comme ça. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est bien sûr. Oui, absolument. Oui. Non, mais vous savez, dans les petits villages, tout le monde a des œillères, personne ne veut voir quoi que ce soit. Et pas que dans les villages, madame. Hein. Pas que dans les villages, hélas, partout dans les grandes villes, les voisins n'écoutent pas les femmes. Oui, mais dans les villages, on est moins nombreux, on peut se voir les uns les autres et on se connaît un petit peu. Mais là où il y a la raison, c'est que même dans les immeubles, quand vous entendez des choses, les gens se taisent. Hein. Voilà, donc cette absence de solidarité existe partout, hélas. Voilà, vous savez, le problème, c'est que c'est un petit village, c'est une place. Tout s'est passé sur la place. Donc il y a eu la police judiciaire avec les brassards orange et tout. Tout le monde a été au courant. Personne n'a bougé son petit doigt. Par contre, je peux vous assurer qu'après, j'ai été le héros. Alors ça m'a choqué. J'ai été choquée. J'ai choquée. En attendant, je peux vous dire que cette jeune femme, on est toujours en relation. Elle m'appelle sa deuxième maman d'ailleurs. Oui, mais bien sûr, en quelque sorte, vous l'êtes également. Merci en tout cas pour ce témoignage, Sylvie, différent de celui de Marie. Vous vouliez peut-être nous laisser des messages 0826 300 300. On arrive au terme de cette émission. C'était touchant. Yael Mellul, mon combat contre l'emprise et le suicide forcé. On rappelle qu'il y a eu une loi par votre combat qui a été mené et que, aujourd'hui, il peut y avoir des procédures qui peuvent être déclenchées. Quoi. Absolument. Absolument. En tout cas, merci pour elle. Merci pour votre réalisation. Toujours un plaisir d'être avec vous. Michel Lafon, et on vous retrouve très vite dans Les Vraies Voix. Absolument.